J'ai raconté hier à mon ami Gustave, devant la petite serre de mon jardin, que j'avais publié sur Twitter une photo provocante récemment de mon chien au milieu d'un paysage immense et désert, et que je m'interrogeais publiquement en disant, si je passe 2 heures au milieu de cette campagne avec mon chien, est-ce que je mets en danger la vie de qui que ce soit à Paris ? Et Gustave m'a répondu en se hâtant un peu, parce que l'ancien instituteur arrivait, oui, parce que sur nombre de sujets, ils ne sont pas entièrement d'accord, et celui-là en était un. Gustave est un anti-jacobin, ça veut dire qu'il ne supporte pas les gens qui légifèrent à Paris pour tout le monde en France sans connaître la vie des habitants, de la population, alors que l'instituteur, lui, par définition, a gardé des réflexes de hussard du savoir à la Jules Ferry. Pour lui, la France est d'une seule pièce. Les règles pédagogiques doivent s'appliquer à tous, même à Mayotte. Il a subi une partie de sa vie la pression du languedocien, des langues populaires, de l'anglais en primaire, et il a toujours dit, s'il pouvait déjà commencer par parler le français, ça nous arrangerait. Et c'est curieux, mais j'ai tendance à donner raison aux deux en même temps, l'instituteur et Gustave. L'instit a raison, en fait, de dire qu'il n'y a qu'une seule langue en France, celle de Chateaubriand et de Victor Hugo, une seule syntaxe, que le sens du mot juste est une règle de politesse et de civilité des uns aux autres. On ne parle certes pas tous de la même façon, mais on parle au moins de la même chose. Et il a raison de déplorer qu'il n'y ait plus rien à la tête de l'État dans le seul domaine qui lui importe à lui, celui de l'unité culturelle et linguistique du pays. Il dit que l'omniprésence de l'anglais se traduit par une résurgence des patois, ce qui est bien dans la ligne européenne du moment, une même règle pour des esclaves qui ont le droit d'avoir leur enclave linguistique et culturelle aux dimensions d'un département. C'est ça qu'ils appellent l'Europe des régions. Montpellier parle donc occitan et anglais, mais ne connaît plus le français. L'instituteur nous disait l'autre jour que McDonald's avait trouvé malin d'imprimer là récemment une pub qui saluait le retour de son autorisation de vendre en drive, c'est-à-dire en voiture, une publicité qui disait « It's good to see you again » et qui écrivait que les livraisons de repas se faisaient contactless, sans contact donc. Ce qui, d'après l'instituteur, voulait dire on profite du fait que le gouvernement français soit un ramassis de couilles molles et on leur envoie de l'anglais à tous, paf, dans les dents, là, comme ça, publiquement, de manière extrêmement provocante, pour dire à la population, vous allez voir, ils n'oseront pas réagir. Pour flatter les gens, souvent, des nouveaux arrivés d'ailleurs, des immigrés pour être clair, qui sont en sécession permanente avec la France au profit de l'Amérique, pour montrer que vous n'avez plus le choix. On vous dit, la société planétaire, nous l'avons instaurée, regardez, la moitié de vos gamines désormais s'appellent Cindy ou Britney, et c'est là que Gustave a raison aussi lorsqu'il m'a dit ce matin-là, que la France jacobine, par contre-coup, par réaction contre ce morcellement, était en train de devenir de plus en plus odieuse contre les citoyens depuis que tout lui échappait. Cette démission générale qui fait qu'on brade nos usines, nos usages, nos immeubles parisiens, notre langue, nos chanteurs populaires au profit de The Voice, qu'on abandonne nos décisions budgétaires au profit de l'Europe. La contrepartie de tout ça, c'était des mesures indifférenciées d'un bout à l'autre du pays, qui s'appliquaient à tous, sans vote, des mesures totalitaires, donc tous, et qui de surcroît entraient dans les détails de la vie de chacun pour les connaître d'abord et puis pour les gouverner ensuite. La grande leçon de ce confinement, m'a dit Gustave, qu'il va falloir intenter un procès général long et difficile au nom d'un nouvel habeas corpus. Alors je te rappelle que c'est cette loi du XIIIe siècle qui en Angleterre stipulait qu'on pouvait pas emprisonner les gens sans débat, sans contradiction, sans objection de la part des victimes, et que le confinement à la Macron contrevient sournoisement à ce principe éternel. Je ne dis pas, dit Gustave, qu'il ne faut pas circonscrire l'incendie viral à Paris ou à Metz. C'est normal qu'on envoie des canadaires et qu'on dise aux gens de rester chez eux tant qu'on n'a pas éteint l'incendie. Mais si, sous prétexte qu'il y a le feu à Metz, t'envoies des canadaires à Nantes et à Bordeaux, et tu fais contrôler les gens à la sortie de leur immeuble ou de leur magasin en leur disant tant pis, votre affaire va périr, mais à Metz ça va mal. Vous n'allez pas pouvoir payer votre loyer parce qu'on en bave dans les Hauts-de-Seine et parce que là-bas l'incendie fait rage. Alors toi tu réponds mais dites ça sent pas du tout la fumée ici, et là on t'accuse de complotisme simplement pour avoir posé la question. On a imposé des mesures de névrosés, de pompiers de l'impossible, à grand renfort de reportages à Paris, à des gens comme nous, dit Gustave, qui n'avons rien à voir avec l'incendie, qui n'avons même pas senti la fumée,
et où on nous a imposé tout ça sans vote, sans discussion, sans objection possible. Nous sommes isolés depuis 2 mois, les seuls risques de contamination ici sont les gendarmes et les éboueurs, mais nous devons remplir un formulaire à chaque fois que nous allons donner des épluchures à nos poules. Je ne sais pas si tu imagines, me dit-il, ce que nos descendants vont penser de nous, mais moi ça me rappelle Staline qui a fait mourir 10 millions de personnes en Ukraine en faisant disparaître les petits fermiers, leur production, en changeant le mode de culture et la nature des cultures, en restreignant la liberté de circulation. Alors évidemment, c'est toute proportion gardée. Mais quand on aura 1 million de chômeurs de plus, eh ben on en reparlera. Dans le département, ici, il y a eu 2 morts, c'est pas grand-chose, et une vingtaine de cas, dans la seule grande ville du coin, mais il y a des milliers de gens, de garagistes, de vendeurs, de libraires, de guides touristiques, de loueurs de VTT, de moniteurs de parapente, qui ont perdu leur emploi, leur récolte, leurs recettes, leurs ressources, leur mode de vie, et bientôt peut-être leur logement, et tout ça pour ménager quoi? Eh ben, pour ménager le travail des soignants et les capacités d'accueil en réanimation à Paris, pour un truc qui tue 1 ou 2% des gens dans le pire des cas. En tout cas, ça va faire des milliers de morts par suicide dès l'année prochaine, si ça continue. Et plus jacobin que ça, tu meurs, et nous risquons de mourir, a-t-il dit, à cause de leurs conneries. Mais il ne faut pas croire, me dit encore Gustave, que c'est une affaire terminée, parce que la grossièreté du procédé, la constance de tous ces gens dans le mensonge, tout ça a rendu les nôtres furieux, et qu'en France et en Italie, la fureur est créatrice, tu vas voir, et surtout en Italie. Alors là, je rappelle que mon ami Gustave s'appelle Gustavo et qu'il est de Gênes. C'est important parce que Gênes est la ville d'un certain Beppe Grillo, qui est une sorte de Coluche italien, qui ne fait pas de moto, lui, et qui a fondé un parti politique et qui est toujours vivant. Gustave l'a bien connu, cet homme, et tout le monde le connaissait en Italie, parce que l'Italie est un pays tout petit, où j'ai passé d'ailleurs 3 ans, je le précise encore, à la tête d'un institut français, et donc j'ai l'occasion de parler encore de tout ça régulièrement, non seulement à Gustave, mais à mes amis italiens, à travers Skype, puisque la plupart n'ont que ça à faire en ce moment. Alors, je vous résume les conclusions largement partagées, parce que c'est la clé de notre avenir, et elle passe par l'Italie. D'abord, il est bon de savoir que dans l'esprit de Gustave, comme dans celui de mes amis italiens confinés, il existe bel et bien un messianisme italien, c'est-à-dire une vocation à prendre la tête d'un mouvement de pensée nouveau en Europe, d'une révolution dans les esprits, et ils se réfèrent souvent, ces gens, à la Renaissance, et à juste titre. Ils disent souvent que la Renaissance a fini par pénétrer le monde protestant un siècle après, par tempérer son goût de l'argent, un peu bas du front, là, son absence d'imagination, et que ça va être le cas une fois encore avec cette crise. Apparemment, dans les sondages, l'Italie, me dit-on, me disent-ils, est en train de passer à 60% d'anti-euro, et Gustave me le confirme, il me dit, à ton avis, pourquoi ? Parce que l'Europe institutionnelle a montré avec la Grèce, là récemment, il y a 10 ans, de quoi elle était capable, et que les Italiens sont en train de se dire, il n'est pas question de laisser l'Europe des pisse-froids protestants, diminuer les retraites, mettre le pays au régime sec, sous prétexte qu'on vient de lui prêter 25 milliards d'euros, et peut-être d'ailleurs encore demain 25 autres milliards, parce que tu sais qui prête cet argent? Alors, je lui réponds, la BCE. Oui, mais quand tu le reçois de qui? Je lui dis, de la BCE. Ah mais non, pas du tout. La BCE le crée, elle crée une dette théorique qui devient réelle parce qu'elle la confie à des banques, et c'est garanti par l'État, et ensuite ce sont les banques qui te pressurent pendant 20 ans ou 50 pour que tu rembourses. Mais comme l'économie réelle, les ateliers, les artisans, les usines, tout ça est quand même très très mal en point en ce moment, et de plus en plus chaque jour, parce qu'on a fait peur aux gens, on leur a dit faites attention, mettez un masque, etc. Et bien l'économie marche de moins en moins bien, et tu vas avoir besoin de t'endetter toujours plus auprès des banques pour garder un semblant de chiffre d'affaires. C'est un peu comme le servage agricole d'autrefois. On te fait travailler comme un dingue et on te pique ta récolte. À la fin, me dit toujours Gustave, quand tu es une nation, eh bien les banques et la BCE te disent de vendre Versailles, le port de Marseille, ta villa, ton système social, de diminuer de 40% la retraite des vieux, l'aide au logement, les allocations familiales, tout ça pour rembourser ce que tu dois. Donc je résume, me dit-il, pour garder l'économie en état de marche pendant le virus, on te donne de l'argent en Monopoly. Mais à la fin de la partie, tu es obligé de convertir ton argent Monopoly en argent réel, en travaillant comme un dingue. Ou encore pire, tu entres dans un casino, mettons. Le croupier ressemble à Macron, tiens c'est bizarre. Il te dit, on va vous prêter de quoi refaire une fortune à la roulette.
Et comme tu es sous, tu signes, tu joues tout ce qu'on te prête, sauf que c'est le rouge qui sort et pas le noir, donc tu as tout perdu, mais tu dois rembourser, puisque c'est un argent que tu n'avais pas au départ. Et là, tu as tous les mafieux du casino sur le dos qui te menacent de mort pendant 10 ans si tu ne rembourses pas. Les mafieux avec un QI assez limité, qui ressemble un peu à Christine Lagarde, si tu vois, et qui remercie Macron, évidemment, de t'avoir prêté de l'argent au bon moment, avant que tu ne puisses réfléchir. Tu te souviens ce qu'il a dit? Quoi qu'il en coûte, le mec il est sorti du bois dès le premier soir avec un plan de financement tout prêt. Il a mis 1 mois à comprendre qu'il fallait des masques, mais pour endetter le pays auprès des banques, là il a mis 1 jour. À croire qu'il avait déjà le formulaire dans son veston. Macron, c'est le monsieur signé là. Alors j'ai demandé à Gustave, si on réagit là, ça donne quoi? On peut à la rigueur faire un coup d'État sans sortir de l'euro, me dit-il, si la Banque Centrale Européenne te prête encore 100 milliards, mais au lieu de dire aux banques de chaque pays, tenez, voilà une enveloppe, et puis vous attribuez ça à qui vous voulez, à charge pour vous d'être remboursé par les entreprises donc qui rapportent le plus. Non, ce qu'elles fabriquent, on s'en fout. Oui, vous pouvez laisser couler les autres. Oui, on se fiche des suicides. Et ben s'il y a des émeutes, on enverra les blindés. Donc les banques, au lieu de dire ça, c'est le pire scénario, ça. Il y a un scénario plus rose. La BCE, la Banque Centrale Européenne, dit aux banques, non, là, cette fois, je ne veux plus de votre concours, je vais créer des commissions directement dans chaque pays, dans chaque région, qui vont attribuer un argent de relance pas remboursable. Donc les banques, on n'en veut plus. Cette fois, on va faire les choses en direct avec des conditions intelligentes. Ce seront d'abord des activités socialement utiles, sans gaspillage, des salaires versés qui ont une valeur pour tout le monde, entretien de patrimoine, innovation, recherche, technologie propre, activités non délocalisables. Et puis ensuite, mais là, dit Gustave, je pense à l'Italie qui est un véritable modèle, je prête toujours sans remboursement à des entrepreneurs qui, et là, c'est moi qui l'interromps, je lui dis, mais attends, apparemment, et c'est dans les statuts, la BCE n'a pas le droit de prêter directement à des entrepreneurs sans passer par les banques. Donc, répond Gustave, qui ne se laisse pas interrompre aussi facilement, on va faire un prêt sans remboursement, et donc on va appeler ça une dotation, un don. Et là, il n'y a aucun texte européen qui dit que c'est pas possible de faire du mécénat industriel. Donc moi, la BCE, la Banque Centrale d'Investissement, européenne, je fais des dons à des ateliers capables de devenir Lamborghini ou Ferrari ou Piaggio, des gens qui démarrent une future entreprise mondiale de qualité à 6 ou 8, comme ça, avec un savoir, avec un génie propre, comme après la guerre, et qui s'impose par des produits originaux, rares, intelligents. Mais ça, me dit Gustave, c'est pour le cas où la BCE deviendrait intelligente elle-même. Or, quand tu regardes qui la dirige en ce moment, tu as un gros doute. Et du coup, moi, j'ai plus tellement de doutes, ajoute-t-il. L'Italie va dire à l'Europe du Nord, vous êtes gentils les gars, mais jusqu'ici, 80% du génie dans l'histoire a soufflé en partant de chez nous. Et là, j'inclus l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France, en tout cas le sud de l'Europe. En plus, chez nous, nous dit Gustave, c'est vivable. Je parle même pas de la météo, je parle des gens qui sont moins chiants qu'en Hollande ou en Suède ou en Allemagne, dit toujours Gustave. Ici, il y a des familles, l'arrêt partout, l'artisanat idem, on a de l'humour, on a de l'imagination. Donc, on va recommencer à battre monnaie pour nous-mêmes, à avoir une banque centrale espagnole ou italienne qui décide qui elle doit aider et pourquoi. Bref, on va faire nos petits Boris Johnson. Et que fais-tu, lui dis-je, des dettes déjà contractées? Et il me dit, qu'ont fait les soviets des dettes contractées par le tsar? Attends, je lui dis, mais nous avons tellement délocalisé depuis 30 ans qu'on n'a même plus de quoi recommencer à créer, à produire. Tout ce qui est technologique, par exemple. Même les fameux masques, on n'a pas su les produire faute de machines-outils. C'est pourquoi, me dit-il, à mon avis, les gouvernements du sud de l'Europe devraient carrément se comporter de manière machiavélique, c'est-à-dire faire semblant de se plier aux règles européennes pour mieux organiser leur sortie une fois que leur indépendance sera reconquise. Je lui dis, mais t'es fou. Alors tu préconises de mentir sciemment à la Commission européenne en préparant un coup d'État économique? Quand on voit la franchise, me dit-il, de notre président, et surtout celle de son Premier ministre, on a un peu honte de calculer des coûts à 3 bandes comme ça, mais nous allons pour une fois nous arranger avec notre conscience. Et Gustave a résumé le truc à sa façon, que j'ai trouvé quand même assez clair. Il a dit, écoute, dans le premier cas, tu deviens jamais riche et jamais indépendant, puisque tu es comme les serfs du Moyen-Âge qui sont endettés à vie, en quelque sorte. Dans le deuxième cas,
Tu redresses le museau sur le plan financier, sans être écrasé de dettes, puisque ce sont des dons, mais tu n'es pas indépendant, puisque tu restes dans l'Europe et tu ne décides pas de ce qui est bon pour toi. Et dans le troisième cas, tu es indépendant et tu as, à mon avis, les mêmes chances de redevenir riche, mais cette fois dans l'indépendance. Et là-dessus, l'ancien instituteur a commencé à nous parler du retour des enfants à l'école en arrivant, mais Gustave a ajouté quelque chose au dernier moment qui m'a frappé. Il m'a dit, regarde, ce qui arrive en ce moment à Asselineau. Et bien ça, c'est la méthode Macron. Quand tu ne peux pas vaincre avec des arguments, disons, propres, quand ton adversaire est en train de prendre le dessus, et là, le Frexit, tout le monde commence à se poser la question, eh bien, tu fais discréditer ton adversaire par des méthodes sales, des méthodes de caniveau, en laissant publier tes accusations par un grand journal proche du pouvoir, en l'occurrence le Figaro. Rien n'est vérifié. Le type Asselineau, là, qu'on accuse en gros d'avoir été grivois avec son chauffeur de 25 ans, personne au Figaro ne lui a téléphoné pour lui dire, je vous signale qu'on va publier demain des accusations de votre chauffeur. D'ailleurs, il se trouve en plus que le chauffeur a été viré un mois avant pour insolence. Hein. Enfin, donc tout ça, ça sent un peu l'affaire Fillon. C'est la tentative d'assassinat politique absolument typique. Asselineau est loin d'être aussi haut dans les sondages que Fillon l'était à l'époque, mais il est le seul qui dise en ce moment non à l'euro. Et apparemment, ça justifie n'importe quelle saloperie contre lui désormais, parce que si l'Italie dit ciao à l'euro, Asselineau va se retrouver en position de force dans l'opinion en France. Donc c'est la panique à l'Élysée. Donc tu l'attaques sur ses mœurs, puisqu'apparemment ils n'ont rien trouvé du côté de l'argent. Et là, l'instituteur a dit, on n'est pas forcé de sortir de l'euro nous-mêmes si l'Italie en sort. Eh ben si, justement, a répondu Gustave, si l'Italie décide de subventionner ses entrepreneurs en lire, tu peux déjà imprimer des francs, hein, et puis le Crédit Agricole et la BNP vont sauter. De toute façon, je m'en fous, moi, de vos histoires, a dit l'instituteur, il voulait juste nous dire, il était venu pour ça, pour nous parler d'autre chose. Il me dit, si tu fais une chronique cette semaine, n'oublie pas de dire que l'histoire des écoles ouvertes pour les paquets de 15 élèves, là, un jour sur deux, avec superposition des classes physiques et du télétravail par Internet, alors que la moitié des gosses ici ne l'ont pas, donc double boulot pour le prof, hein, et ben c'est tellement n'importe quoi que ça fait vraiment de la peine. Attends, je te décode le truc, me dit-il, je te fais les sous-titres. Alors, donc les sous-titres, il affecte de les lire. Comme le primaire est devenu principalement une garderie pour permettre aux gens d'aller au travail, virgule, sans avoir les gosses sur les bras, on rouvre le primaire, mais comme les enfants des lycées, eux, sont plus grands et capables de s'assumer tout seuls, on ne rouvre pas les lycées puisque les parents n'ont pas besoin de les faire garder pour aller au travail. Et puis, le bouquet de tout ça, c'est pour les masques. Là, on verra bien si on en a. Et puis, le bouquet du bouquet, c'est de toute façon, tout ça est basé sur le volontariat. Ça veut dire, on n'impose rien, comme ça on est responsable de rien dans le cas où tout partirait en couille. Eh bien, je vais te dire, ils veulent le changer, ce Premier ministre, apparemment, mais ça va être dur de trouver un type encore plus couillon que ça. Eh bien, depuis, et en guise de conclusion, nous attendons le remaniement avec curiosité pour savoir si c'est possible. À bientôt, merci.